Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans 52 minutes avec la peinture comme blessure, mais aussi et surtout une raison d'être. Notre invité est un mystique, un ascète en quête permanente de lumière, d'élévation. Ne lui parlez surtout pas de figuratif ou d'abstraction. Il fracasse toutes les cloisons, les dichotomies. Son œuvre qui tend contre minimalisme et néo-expressionnisme est marquée par une sincérité sans concession, ni complaisance, à l'image de l'homme qu'il est. Ne cherchez pas non plus de sujet dans sa peinture, il n'y en a pas. Son seul sujet, c'est la peinture, une peinture qui peut nous sembler linéaire depuis 50 ans, mais toujours avec ses moments de rupture qui viennent enrichir la quête et poursuivre l'histoire de ses anciennes et nombreuses expériences. Certains se plaisent à le décrire comme le dernier monstre sacré de la peinture au Maroc. Il est surtout son grand perturbateur, un artiste singulier, un carrefour à lui seul de plus de 50 ans de dynamique intergénérationnelle de notre scène artistique nationale et de tous les mouvements artistiques de la non-figuration en passant par l'école abstraite de Paris, l'expressionnisme américain, le néo-expressionnisme allemand et qui s'est aventuré bien au-delà de toutes ces inspirations visuelles. Un artiste, un intellectuel qui a très tôt revendiqué et assumé une identité plurielle et a toujours rejeté les débats identitaires dans l'art qu'il décrit comme un dangereux réductionnisme culturel. Pour lui, il n'y a pas de peinture marocaine, il n'y a que des peintres marocains. Un artiste qui se décrit comme un peintre figural plutôt que figuratif, ou peut-être un peintre tout court, habité par une exigence et une angoisse intellectuelle rare, une recherche et un questionnement permanent. Il a passé sa vie à traquer la lumière enfouie dans les ténèbres, les dédales, et à scruter les traces du temps sur les peaux craquelées des murs, dans les arches, les niches, les cubes, les parallélépipèdes, les tables de Dieu, les dômes, marabouts. Entre verticalité et horizontalité, autant de prétextes en quête de l'acte de peindre. Une peinture inénarrable et sans narration. Dans la préface du beau livre publié à l'occasion de la rétrospective intitulée Entrée en matière, retraçant 50 ans de création artistique qui lui a été consacrée en 2020 par le musée Mohamed VI d'art moderne contemporain, la première rétrospective jamais consacrée à un artiste marocain vivant, Fouad El-Aroui a écrit « Ce dont on ne peut parler, il faut le peindre ». Et c'est ce qu'il a réussi à faire grâce à son long et prolifique parcours, ses pulsions graphiques, dire l'indicible, raconter l'ineffable. Nous avons aujourd'hui l'honneur et le grand plaisir de recevoir un immense artiste, un passeur fougueux, jouissif, qui explore les espaces, traverse et parfois fige le temps. Fouad Belhamine. Fouad Belhamine, bonsoir. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Le plaisir est partagé. Alors Fouad Belhamine, on va commencer par le commencement, par les débuts. Vous êtes né dans la médina de Fès, plus exactement au quartier Cherabliyine. Oui, le quartier Cherabliyine. Alors, en bas de une des artères principales de la ville de Fès, si on commence par Boujloud, c'est-à-dire Tala al-Kibira. On va voir une photo du quartier Cherabliyine. Je suis né dans ce quartier, effectivement, où j'ai vécu mes 6 premières années. Les 6 premières années, c'est le quartier Cherabliyine. Est-ce qu'on peut dire que vous avez déjoué les règles du déterminisme, puisque à la base, vous étiez promis à un avenir et un destin de coiffeur, comme votre père? Oui, parce que mon père était coiffeur. C'était un homme lettré, quelqu'un qui avait, à l'époque, c'était rare d'avoir son certificat d'études primaires. Il savait lire et écrire la langue arabe et la langue française. Et c'est quelqu'un qui a choisi de vivre son métier, la passion. Sa passion, c'était la coiffure. Mm-hmm. Et entre parenthèses, c'est pour simplement la mémoire, c'était le premier coiffeur, il a créé le premier salon mixte, place Florence, les années 60. C'est quand même assez tôt, un salon mixte. Bon, c'est quelqu'un, oui, que... C'est aussi un peintre du dimanche, il aimait peindre. Je ne l'ai pas vu peindre, mais avant peut-être ma naissance, il aimait peindre, il a fait du théâtre. Ça, je me rappelle tout petit, je suis allé. Mais à l'époque, beaucoup de jeunes faisaient du théâtre, juste après la déportation de feu Sa Majesté Mohamed V. Photo de votre père avec vous, enfant, vous deviez avoir quoi, 2 ans? Oui, c'est ça, c'est ça. C'était son premier petit salon de coiffure sur Tala al-Kibira.
Et beau gosse, c'est résolument moderne, c'est Ah oui, incroyable. oui, de toute ma vie, j'ai jamais vu mon père porter un djellaba, par exemple. Alors, votre père, vous n'étiez pas toujours sur la même longueur d'onde après, vers Oh, c'est l'adolescence, après, mais c'est un effectivement. personnage qui a compté pour vous. Est-ce que vous vous considérez comme une version revue, corrigée, sublimée de votre père? Personnellement, non, absolument pas. Il y a eu une espèce de rejet. À un certain moment, j'ai essayé. Bon, là, je vais passer, je suis pas sur un divan de psychanalyse, mais bon, je vais oser. Effectivement, qu'à un certain moment, je voulais un petit peu réaliser dans ma vie privée ce que je n'ai pas pu vivre auprès de mon père et de ma mère, parce qu'ils étaient séparés alors que j'étais très jeune, mais j'ai tout raté. Voilà, lorsque... Non, j'ai pas, non, je ne Oui, ressemble pas beaucoup à mon père. oui, Peut-être que il y a quelque chose que j'ai hérité de lui, c'est ce côté doué des mains. oui. Il avait des mains d'or, il savait manipuler, réparer, bricoler, tout Oui. ça. Et je crois que c'est ce côté-là que j'ai hérité de lui par De rapport lui, à l'acte de peindre de aussi. votre grand-père aussi, qui Mon était grand-père tisserand, était un soyeux, un un tisserand. soyeux. Il travaillait la soie. Oui, Oui, voilà, j'ai dû l'accompagner 2 ou 3 fois dans ses ateliers. c'est Et lui ici, avec votre père. c'est mon grand-père, effectivement, mon père. Là, c'est les 2 facies qui sont venus au bord de la mer. Ils se sont photographiés au bord de la mer, Oui, oui. comme font tous les facies, ou faisaient les facies à Oui, l'époque. oui. Ben voilà, oui, effectivement, mon grand-père, Ahmed Bellamine, qui était un maître soyeux et que j'avais accompagné, je crois, 2 ou 3 fois, tout petit. Hein. Mais je garde un souvenir extraordinaire d'un matin dans son atelier qui était à Drb el-Amer et d'une trouée de lumière, et il y avait des roseaux sur lesquels des, Des fils de soie de séchés. soie séchée. Ouais, parce Et que ça m'a marqué, je crois, toute ma vie. votre mère, euh, c'est la douceur même, c'est aussi un peu la douleur. Oui, Elle a un visage de c'est madame, tout on va à vous voir fait. avec elle. Effectivement, c'est une femme qui a sacrifié toute sa vie pour ses enfants. Vous étiez 6. On était 6, effectivement. C'est une femme qui nous a quelque part aidés, supportés dans des moments où le père n'était pas là. Berbère. Berbère d'origine, et c'est Berbère. ma grande chance. Oui, oui, oui. Alors, Fès, vous dites que Fès, c'était pas toujours facile, surtout pendant votre enfance. Vous dites que Fès est votre blessure, mais c'est aussi votre Oui. matrice. Pourquoi vous dites que c'est votre blessure? Je sais que l'école primaire, c'était pas évident. Non, c'est pas ça. Ces dédales et cette médina, cette obscurité qui m'avait beaucoup marqué. Euh, les gens âgés racontent souvent des choses et ils pensent que les enfants n'écoutent pas. Puis on parlait de phénomènes ésotériques et oui, tout oui, cela, oui. et de genoux et tout Une ça. maison hantée, les genoux, Et bon, moi, ça me faisait ça vous peur. terrorisait. J'avais peur d'aller aux toilettes tout seul, et surtout des toilettes dans une maison ancienne, ainsi que pas mal d'autres choses. Et Fès, effectivement, cette période pour moi, la petite enfance, la famille passait par des moments très difficiles. Financièrement. Financièrement, Ouais. effectivement, et ça avait marqué la famille, et puis ça m'a marqué moi aussi. Et dans cette vieille Médina, encore que mon père, avec sa manière d'être, de vivre, bon, Oui. cela On n'a pas l'impression- m'avait il n'a pas inscrit l'impression tout que petit, je crois, à dans une 4 école- ans, plutôt que dans... Oui, j'ai été pendant peu de temps dans une école coranique, mais on m'a blessé, ou tout ça, il a refusé ça, puis Oui, il m'a châtiment mis corporel, oui. dans une crèche, à l'époque, ça s'appelait Darfrea. Et je me rappelle, c'était dans le quartier de Garniz. Et aussi, c'était une rue obscure, pas possible. Et j'allais Oui. là-bas dans une maison obscure, et puis la personne avait une petite ampoule de même pas 20 watts, et avec une espèce de tableau C'est cette noir. Mais absence de tout lumière, était dans le noir, dans oui, l'absence de oui, lumière. oui. Pour l'anecdote, une petite anecdote, un jour, j'ai décidé, et j'ai pris ma sœur cadette, on était en plein dans cette école, et deux petits comme ça, puis je leur ai dit, on va aller vers la lumière. Et on est monté vers Bougelout. Il fallait voir que toute la Médina de Fès était en
Oui, oui. Révolution. Et puis, on arrive à Bougeloud, on voulait prendre un bus. On devait avoir 4 ans, tous. Oui, oui. Et bon, les gifles et les trucs, je ne vous raconte pas ce qui s'est passé par la Oui. suite. Bon, c'est un petit peu ce côté-là qui est une blessure. Par la suite, je dirais que en prenant, j'ai pris des distances, mais ça, c'est beaucoup plus métaphysique Oui. et très personnel. Oui, oui. Mais c'est une blessure que vous avez exorcisée, que vous Tout avez à fait exorcisé, même sur un sublimée divan, hein, et chez un psychanalyste. Oui, là, c'est vous, enfant, dans l'école. Tout où à vous fait, étiez. c'est l'école de Douai, oui, Oui, qui ça, c'est- était une des écoles de notables de Fès. Mais malheureusement aussi, là aussi, c'était quelque chose, c'est la disparité sociale. La disparition. Vous, c'est vous au milieu avec. Au milieu, avec le petit, oui, le oui. petit manteau, avec les. Tout à fait bien déguisé, mais bon, mais ça n'empêche que j'étais le fils du coiffeur. Oui, mais ça se voit pas tellement sur ça la se voit photo. pas, mais moi je le vivais parce que les instituts et tout ça, il y avait le fils de tel, le fils de tel, Oui. le fils de tel, dont on s'occupait, avec lesquels on parlait. Et bah, tu n'es que le fils du coiffeur. Et ça m'avait énormément, énormément marqué dans mon enfance. Très jeune, vous avez une sensibilité artistique. Et puis quand Oui. on vous a demandé un objet, il y a un objet particulier, on va le voir, la photo, et on va en parler, que vous avez Oui. confectionné très petit, la rubrique objet. Votre objet, Fouad Bellamine, c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est votre, comment dire, c'est votre C'était mon petit dictionnaire personnel. personnel que j'ai fabriqué. Comment vous l'avez confectionné? C'est simple, le dictionnaire de mon père, qui était en noir et blanc à l'époque, illustré, il n'y avait que quelques pages avec des pages sur l'histoire de l'art. J'ai déchiré toutes les feuilles d'histoire de l'art et j'avais agrafé cela tout seul et je passais mes journées, mes après-midi à apprendre par cœur. Ce qui fait qu'à l'âge de 16-17 ans, je connais pratiquement le Quattrocento, le Quintocento, Oui. la Renaissance, le XVIIe, les impressionnistes. Oui. Je connaissais par cœur et je reconnaissais. Ce qui fait que quand j'étais aux arts appliqués, le prof d'histoire de l'art, il m'a dit comment ça se fait, tout ça. Bien sûr, je racontais mon histoire. Il y a eu un moment décisif dans votre vie. Racontez-nous, parce qu'en face du salon de votre père, il y avait l'appartement de votre prof, un espagnol, c'est ça? Oui, Qu'est-ce qui c'était s'est sur la passé ce place jour-là? Léoté à Parce que c'était, l'époque, qui s'appelle maintenant place Florence. À l'époque, bon, pratiquement tous les jeunes de l'époque, entre le lycée Moulin Idriss et le lycée, je crois, comment ça s'appelait, Oumel-Banine, je pense, il y avait un seul prof de dessin qui s'appelait Monsieur Burgos. Ouais. Ce type, il habitait en face, dans un immeuble qui s'appelait l'Urbain. Et puis, bon, que je fréquentais, j'étais très, très bon en dessin. C'était ma manière de me débarquer par rapport aux autres, parce qu'on peut avoir une première note en maths ou en français, oui. mais par contre, en dessin, bon, moi, j'avais cette particularité. Et il m'aimait beaucoup, il m'appréciait. Puis un jour, dans le quartier, il me dit, viens avec moi. Je le suis, on monte dans son appartement. Et je rentre, il avait une grande pièce où il peignait. Et je vois des tableaux de nus. Et des nus de sa femme, cette femme que je vois faire les courses. À côté, dans le C'était son quartier. modèle, elle posait pour et ça lui. a été le grand choc. Et je crois que ça a été pour moi le vrai choc qui m'a fait peut-être aimer la peinture et Parce qu'à ce découvrir moment-là, l'acte vous de vous êtes peindre. dit, on peut tout se permettre. Oui, allez-y. Non, parce qu'à ce moment-là, vous vous êtes dit, on peut tout se permettre dans la peinture. Bien sûr, la peinture, c'est ça. C'est ça, C'est-à-dire, en fait. dans la Et peinture. quand il n'y a vous étiez pas en quête de liberté? Bah oui, comme tous les enfants, les adolescents, quoi. Je devais avoir 13-14 ans. Oui. Alors, au début, vous avez très peu copié, même dans votre enfance, même dans la formation académique, ça, on est obligé. Mais vous aviez fait un portrait en particulier. Pourquoi vous aviez copié, justement, le portrait de la mère de Dürer, le célèbre? Pourquoi celui-là? Non, d'abord, avant, je crois que c'était en première année secondaire, même avant, je faisais des portraits de mes amis. Ah, d'accord. Je faisais leurs portraits. Au crayon? Au crayon, tout à fait. Puis, je crois que j'étais en 6e, en première année secondaire, et on avait une prof qui s'appelait Madame Khaled, je me rappelle très, très bien.
Prof de français. qui nous faisait de la poésie, mais durant toute l'année, ce n'était que Brel, Jacques Ouais. Brel. Et moi, pour peut-être lui faire plaisir, j'ai été dessiner un portrait de Brel que je voulais lui offrir. Oui. Et en lui offrant ce portrait, elle m'avait répondu comme ça s'offre pas, ça s'achète. À Ah, l'époque, elle m'avait payé ça, je crois, 100 dirhams, quelque chose, ou un peu moins. En tous les cas, avec cet argent, je m'étais acheté des baskets et un blue jean. alors Et vous avez ça m'avait aussi marqué. Et j'ai su qu'on pouvait gagner aussi sa vie grâce à la peinture. à Surtout l'art. que votre père, quand vous lui avez annoncé que vous vouliez être peintre, vous a dit que c'est un métier de crève-la-faim. Oui, mais il m'a absolument vous a pas interdit. empêché. Pas absolument pas. Il vous a pas empêché, mais Non, non, absolument pas il vous a dit empêché, ça. mais il m'avait dit c'est un métier de crève-la-faim. Alors, vous allez finir par faire le mur, par aller de l'autre côté. Vous allez partir d'abord à Casablanca, Oui, oui, aux arts appliqués. aux arts au appliqués. lycée El C'était Khamsa. pas une école des beaux-arts. C'était quoi cette école? Non, les arts appliqués, c'était une école que je crois qui avait été créée par la mission française Oui. et surtout le lycée Lyoté pour des fils de Bourges ou des fils de colons qui ne pouvaient pas poursuivre ou qui rataient. Et leur ouvrir des voies vers l'art. Oui. Oui. Et ça s'appelait les arts appliqués. On avait deux options, la décoration et les arts graphiques publicitaires. Tout ce que vous Mais avez en choisi. tous les cas, les élèves avaient la possibilité de pouvoir aller aux arts appliqués ou aux métiers d'art à Paris. Oui. Alors à Voilà. Casablanca, vous avez découvert beaucoup de choses parce que c'est une grande ville, c'était une belle ville à l'époque. Et Oui, puis je garde vous avez noué des d'excellents amitiés, souvenirs, beaucoup d'amitiés. beaucoup d'amitiés. Beaucoup d'amitiés, mes premières surprises parties, Ouais. mes premiers amours. Oui. Tout. Et je garde un souvenir d'une ville qui était d'une propreté extraordinaire et d'une modernité surtout. L'enseignement au départ, c'est une solution de repli parce que vous n'aviez pas les choix et qu'il fallait vivre. Mais, Ouais, il fallait vivre. mais effectivement. vous vous êtes pris au jeu, vous avez aimé. Avec le temps. J'ai un petit peu jonglé au départ. J'ai enseigné, je crois, au secondaire pendant 3 années, je pense. Et après, je ne pouvais pas parce que se payer 18 heures avec 18 classes. Alors, je vous assure que ce n'était pas facile. Hein. Quand pas on facile, rentre le oui. soir, Oui, après oui. 4 heures de cours avec 4 classes différentes, à chercher à les faire taire et chercher à leur faire sortir un bout de papier et leur crayon de couleur ou ceci ou cela, ce n'était pas facile. Oui, Bon. oui. J'imagine que vous ne deviez pas J'ai avoir vécu, beaucoup de c'est patience comme non ça plus. que je ne sais pas par quel biais, mais en tous les cas, je me suis toujours bien démerdé. Je me suis retrouvé à la télévision scolaire. Oui, ça c'est À partir un de épisode que je 75, connaissais où pas. j'ai vécu une autre expérience de cinéma, de pellicule, de caméra, de bons titres et de générique que je faisais, ou de l'animation tout court. Oui, Et ça, c'était une très bonne expérience, mais bon, qui a duré quelque chose comme 4 ans. quand même. C'est à cette époque où vous avez habité rue du Caire. J'habitais rue du Rue Caire du Caire. depuis que je suis arrivé en 70, fin C'était 70, une adresse, à Rabat. c'était l'adresse des artistes, des intellectuels, des De débats. tous les On amis, refaisait le monde. des amis du Moyen-Orient, des amis européens, tous débarquaient. J'ai reçu des célébrités de poètes irakiens, des écrivains égyptiens, Jamal Ritani, Le Bad. J'ai des Français comme Alain Robbe-Grillet Oui. et d'autres. C'est-à-dire c'était quelque part un lieu, c'est un petit appartement très très modeste où je peignais Oui. et en même temps où je recevais beaucoup de monde. C'était une soirée chez Sreni, Allah yarhamou. Cédrini, c'est où- lui qui est là. Non, Sreni n'est pas là. Il n'est pas là. Par contre, on reconnaît il y a Kamal Zbedi, il y a Zbedi, il y a Benaïs Mernissi El-Fassi, ici, Fatima. Mernissi, Vous, Sim ici. Mustafa Al-Qasri, Oui. Touria Serraj. Au fond, je vois Slaoui, je vois Msnaoui qui est au fond à droite. Oui. Feu, il y a beaucoup de feu. Hein. Ouais. Bon, Ouais. c'est comme ça. C'est petit, mais c'est chaleureux. Puis c'est le. Mais c'est le Un peu lieu le- d'échange, le c'est lieu la d'échange. possibilité d'échanger, de parler. Et puis, la mixité remarquée. Oui, Il n'y a oui. aucun problème. C'était Et je- les années 70, comme on disait tout à Années l'heure. On 70, disait les années 70, les effectivement. années de plomb, elles n'étaient pas si lourdes que ça. Ces Tout à années fait. de plomb, pas si noires que ça, finalement. Absolument pas. C'est-à-dire que personne ne nous empêchait de créer ou de travailler, puis on ne vivait pas de censure. La censure Oui. était quelque part, bien sûr, par rapport à la presse, par rapport à l'écriture et tout ça.
Mais dans notre domaine, personne ne nous a jamais dit quoi peindre ni quoi faire. Et en plus de cela, la peinture marocaine était presque toute entièrement non figurative ou abstraite à l'époque. Oui, oui. Et puis, bon, ça n'intéressait personne. Alors, il y a une rencontre qui va vous aider, qui va vous ouvrir des portes. Vous avez rencontré un critique, c'était ça, un journaliste, qui va vous aider à repartir à Paris pour faire des études supérieures. Oui, c'était en 80 exactement, où il y avait mon ami Gilles de Bure, Gilles de Bure, oui. qui est devenu un grand ami par la suite, était venu comme expert pour un peu faire un état des lieux pour l'ambassade de France. Et puis, on s'était vu avec Qassimi, Miloud, d'autres personnes chez le conseiller culturel qui s'appelait Xavier Pomeray. Et on a beaucoup sympathisé. Il est venu dans mon atelier, puis il a bien vu que j'étais, après la Biennale de Paris et tout ça, je n'avais qu'une seule envie. Je n'avais qu'une seule envie, c'est de quelque part de partir un petit peu. Et c'est comme ça que j'ai bénéficié de la première bourse française pour aller à Paris et résider à la Cité des Arts. Et puis beaucoup de choses ont commencé à... C'est très important parce que j'ai sauté ça à la Biennale de Paris où vous avez exposé une installation. C'était la Biennale de Paris, c'était en 82. Mais avant, vous aviez déjà exposé à Mesdamotier, à Montpellier. Absolument, à Montpellier. Et la Biennale de Paris, c'était une installation. Même à Montpellier, c'était que des installations. Qui vous ont révélé un peu en France et même ailleurs. Oui, c'était même osé, même en France à l'époque. Oui, à votre époque, la peinture coloniale, et puis il y avait les pionniers. Charkaoui, Gharbaoui, puis la peinture naïve, Chaïbia. On ne connaissait pas, parce que quand on faisait nos études, comment ne pas suivre la académiques. mouvance alors Non, on ne peut pas suivre la mouvance quand on est dans une école. Et l'école en général, surtout à l'époque, nous autres, c'était un académisme. Dans une école où j'étais, les arts appliqués, on faisait 5 heures d'anatomie. Apprendre la myologie et la biologie pendant 5 heures, de l'histoire de l'art, de la nature morte, du croquis coté pour la perspective, un ensemble de choses. Et je me rappelle, j'avais été, je crois qu'en 68, il y avait une exposition à Venise Cadre, à Casablanca, de Gharbaoui. Mais j'ai trouvé ça, excusez-moi le terme, j'ai trouvé ça merdeux. N'importe quoi. Mais ce n'était pas que vous, parce qu'il a été insulté pendant cette expo de Venise Cadre. Mon Dieu, maintenant avec la maturité. C'est pour ça que, ce que je dis pratiquement, même je disais à mes étudiants, mais je le dis à tout le monde, il ne faut pas juger d'une manière hâtive. Il faut... On ne peut pas écouter Monteverdi ou Verdi si on n'a pas des années d'écoute. Alors, votre quête pour votre style a commencé très très tôt. Et ça a commencé avec le mur. Pourquoi cette fascination pour le mur 75-78, à Nadar, la galerie de l'Atelier. C'est simple. C'est simple. Il faut simplement... Dans une médina comme la médina de Fès, il n'y a que des murs. Pour un petit gosse, il n'y a que des murs. L'horizon, il est complètement aveugle. Il y a un mur en face. Il n'y a que des murs. C'est pour ça que j'étais en quête de trouer. De trouer de lumière. C'était les arches. Trouer de lumière, c'est des arches, oui. On peut voir des arches. Les arches, pourquoi ? Pourquoi, Parce que, comme j'ai travaillé pratiquement pendant une période sur ce qu'on appelle la frontalité, c'est-à-dire la surface aveugle, et tout ce qui est matière, tout ce qui est graffiti, tout ce qui est transparence, tout ce qui est palimpseste, tout ce travail-là, justement, a très très bien su en parler à l'époque, en 75, Marc Gontard. Tout ce travail-là, qui fonctionnait avec une... Ça, c'est un peu ça, les arches. Non, c'est plutôt la niche, ça. Ça, c'est la niche, ça, c'est la niche. Ça, c'est 85-86. Plus tard, mais oui. Alors, à un certain moment, bien sûr, après l'expérience, je dirais, des installations et du faire-espace. Faire-espace, je suis retourné à la peinture puisque je ne pouvais pas passer mon temps à réfléchir la peinture sans la faire, sans la pratiquer. Je suis retourné à la peinture et je n'avais qu'une seule envie, c'est de trouer le mur. Et le seul geste quand on veut trouer le mur, c'est ça, c'est un arche. C'est ça. Le geste manuel, c'est ça. Ça. J'ai trouvé le mur.
Ça non plus, c'est pas un arche, ça y ressemble, mais Non, ça c'est une scène, c'est un espace scénique. C'est juste avant qu'il y ait tout le travail sur les tables des dieux. absolument. Là, l'espace scénique est déjà inscrit. Exactement. C'était un peu ça. Ça, c'était celle-là pratiquement une autre. Il n'y en a eu que deux grandes Oui, toiles oui. qui sont dans une banque, une grande banque à Casablanca. Ce sont des fontaines du fond de la Médina de Fès. À la Sorbonne, vous allez faire des études supérieures et vous allez bien sûr travailler sur les murs. Pas à Paris 1, mais à Paris 8. À Paris 8. À Paris J'ai 8. travaillé avec Franck Popper. Vous travaillez avec Franck Popper. Popper, Vous un avez fait grand théoricien de la peinture. Et sinon, c'était le grand spécialiste de ce qu'on appelle l'art optique, l'op art. Op D'accord. art. Op art. Art, Franck Popper. Après, bon, vous êtes retourné, vous avez eu vos années parisiennes. Que vous a apporté Paris? Elle vous a beaucoup enrichi, elle vous a beaucoup nourri. Je crois que toute ma génération, un peu partout dans le Maroc, on était parfaitement bilingue. Hein. Et la langue française, je n'avais pas besoin, moi, d'aller chez les Français pour apprendre ma grand-mère et construction de phrases. C'est-à-dire qu'on avait d'excellents instits de français qui nous apprenaient même des chants. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. On était, qu'à de le dire, cette culture, à savoir la culture française, m'a ouvert des portes, m'a ouvert des choses, des premières lectures. Je ne sais pas moi, Pagnol par exemple, La gloire de mon père, où je me suis retrouvé, même si ça se passait au sud de la France et que le papa était chasseur, mon père était coiffeur, mais quelque part il y avait une similitude et des choses communes. Vous y retrouviez. Alphonse Daudet, ceci, cela, tout ça, ça nous a nourris, ça m'a permis un peu de m'ouvrir à d'autres choses par la suite. De toute façon, à Paris, votre première visite, c'était inévitablement le Louvre, bien sûr. Oui, le Louvre. Bon, avant le Louvre, j'ai visité quand même le Prado, qui est un excellent musée, qui est un superbe musée. Bref, Paris, pour résumer, c'était bien sûr la vue parisienne, les quartiers à l'époque, le Marais, tout ça, ce sont des choses qui sont en train de disparaître, malheureusement, peut-être pour moi ou ma génération. Au profit du luxe, au profit des... Paris était en train de devenir un Disney World, un petit peu fermé pour touristes et japonais et tout ça. Cliché qu'autre chose. C'est tout, c'est fini. Les petits troquets, les coins, les odeurs, les petits restos, je sais pas, les petits plats du jour, les petits ballons, tout ça, je crois que c'est fini. Mais bon, mais ça n'empêche que ce qui est important dans Paris, c'est une ville cosmopolite. Cosmopolite, tu rencontres tout le monde. Mais pour nous autres Arabes, c'est une ville, je pense que c'est la capitale arabe. C'est là où on rencontre le plus d'Arabes. Et je tiens à préciser, c'est l'actualité peut-être aussi qui me... C'est là-bas que j'ai rencontré tous les créateurs algériens, écrivains, peintres, hommes de théâtre, chanteurs. Boudjedra, vous l'avez rencontré là-bas aussi? Non, Boudjedra, je l'ai connu au Maroc. Au Maroc. Je l'ai connu au Maroc parce qu'il enseignait. Ici ou là-bas? Meddeb, je l'ai connu à Paris. Kherdine à Paris ou ici? Kherdine à Paris et ici. Et ici. Non, ce que je voulais dire, par la suite et durant toute ma carrière, j'ai connu tous les pays arabes. J'ai exposé dans toutes les capitales presque arabes, sauf en Algérie. Et je me pose une question actuellement. Et ce n'est pas simplement mon cas. C'est le cas de pas mal d'intellectuels marocains. Pourquoi on ne connaît pas l'Algérie? Pourquoi on ne connaît pas Alger? Pourquoi je n'ai jamais exposé à Alger? Point d'interrogation. Oui, alors que les Algériens, ils viennent, ils connaissent le Maroc. Oui, ça c'est leur... Mais en tous les cas, moi, je sens ça comme une espèce de blessure. Absolument. Il y a les États-Unis aussi. Et tous les Algériens et d'excellents artistes. Absolument. Je peux citer des noms. J'ai connu Ben Ansar, j'ai connu Ben Bella, j'ai connu d'autres et d'autres. Oui. Quand vous parlez de Paris, ça, c'est le restaurant, le fameux restaurant La Coupole, et vous avez choisi... Ça, c'est La Coupole, et c'était en 2008.
on était 4 artistes sous le commissariat de Gilles Debure à réaliser la coupole de la coupole. Et la coupole, c'est le fameux restaurant de Montparnasse. Oui, alors, emblématique, oui. c'était 4 artistes, nord, sud, est, ouest. Le nord, c'était Carole Benzaken, une Française. Est, c'était un Chinois, Choufan. Ouest, c'était un Argentin, Ricardo Mosner. Et le sud, c'était le Marocain, Fouad Belamine. Alors, et c'était une très belle expérience. Oui, c'est magnifique cette toile. Alors, comme par hasard, c'est pas un hasard, quand vous avez demandé de choisir un triptyque, les 3 photos, on va découvrir, elles sont en lien forcément avec Paris. Le triptyque. La première photo que vous avez choisie, c'est un célèbre photographe. Ah oui, bah, écoute, c'est le fameux baiser de la place de l'Hôtel de Ville. Oui. Célèbre photo, elle est devenue presque mythique. De Robert Doisneau. De Doisneau. Cette photo. Et après, j'ai trouvé des clichés où ils ont retrouvé. Où on a refait, il y a des remakes et tout ça. Oui. Et la deuxième photo, bon, j'ai choisi, parce que vous m'avez dit c'est la Liberté, Place du Tertre. Place du Tertre. Ouais. J'habitais pas loin. J'habitais un peu plus bas, à gauche, au 24 rue Norvin, pendant 5 ans. Où je travaillais, je sortais, fréquentais des fois ces artistes. Je connaissais, j'ai eu la chance, je le dis, parce que j'aimais beaucoup ce jeune Marocain qui s'appelait Mustapha et qui ne travaillait que 1 heure, 2 heures par jour. Entre 5h et 6h, 6h30, il faisait 2 portraits, c'était le plus cher et c'était le meilleur. Et les gens passaient leur après-midi à l'attendre. Il s'appelait Mustapha. Il s'appelait Mousse. Vous ne savez pas ce qu'il est devenu? Il est mort. Il est mort. J'ai demandé après lui, on m'a dit qu'il était Malheureusement, Place du Tertre aussi est devenu folklorique aujourd'hui. C'est un folklore. C'est autre chose. On va à Place du Tertre, c'est autre chose. Le restaurant, je le connais bien. Oui. Tout ça, puis de l'autre côté en face, le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur. Eh oui, bon. Ouais. Alors, la troisième photo, moi, c'est une photo que j'ai choisie, parce qu'on peut voir, c'est un panoramique, partir d'une gare. C'est une vue de... C'est toujours le même photographe. De Notre-Dame, de Paris. Notre-Dame, quand elle a été brûlée récemment, je me rappelle que j'ai eu des larmes aux yeux. J'ai sincèrement pleuré, parce que c'est un édifice que j'adorais. J'ai passé plus de 2 ans à passer devant quotidiennement, 2 fois par jour. Et souvent, je rentrais. Et mon Dieu, c'est un des lieux où j'ai senti le plus de paix. C'est un havre de paix. Ces vitraux, cet espace. S'il y avait le clavecin, c'était encore mieux. Tout ça, il y a des chants aussi. Mais c'est un lieu fantastique. Et puis, comme j'ai fait de l'histoire de l'art, je connais un petit peu l'histoire de ce lieu. Je connais aussi son histoire. Elle avait brûlé au 19e siècle, la restauration par Viollet-le-Duc, tout ça. Et je dis, en tous les cas, j'étais heureux de voir un documentaire récemment de la restauration qui est en train de se faire en bonne et due forme. Et ça, c'est extraordinaire. Absolument. Après Paris, vous allez revenir à Rabat. Oui. Vous allez être heureux à Rabat. 90, on va voir je vais habiter à Arora, oui. Oui, à Arora. Et je vais me marier même et avoir 2 enfants. Avoir 2 enfants. On va voir les photos. On peut voir les photos des enfants de Fouad Belamine et de ses amis et de l'époque de Rabat. Et c'est l'époque des débats aussi. Une chose très importante, parce que vous êtes un grand intellectuel, un grand artiste. Ça, c'est vos enfants. Oui, c'est Omar Kenza. Petits. Alors, vous avez toujours revendiqué votre marocanité, votre culture arabo-musulmane, berbère, mais vous ne vous identifiez... Je ne l'ai jamais revendiquée, elle est là. Enfin, elle est là. Elle fait partie intrinsèque de vous. Quand on revendique, ça veut dire qu'il y a un malaise avant. Il y en a qui en ont fait un malaise. Il y en a qui en ont fait un malaise, une fixation. Moi, je n'en ai jamais fait vraiment un malaise. Mais pour vous, que vous êtes, je dis, un électron libre, c'est l'universalité. Oui. Je vis dans le partage, dans la richesse et la curiosité. Je rencontre une personne, je suis curieux de savoir ce qu'elle peut m'apporter. Qu'elle soit chinoise ou sud-américaine ou hongroise. Non, l'essentiel, c'est le partage. Et le partage, malheureusement, qui devient de plus en plus rare. Oui, ça, c'est une photo qu'on a déjà vue avec les amis. Oui, c'était à la galerie d'Abdelrahman Sarghini, qui s'appelait L'Œil, qui était derrière le Balima. Sarghini qui était le premier collectionneur marocain. On reconnaît Latifa Toujani, je reconnais Fatima Banissi, Saad El-Hassani. Oui. La dame à côté, je ne vois pas qui c'est. Vous avez oublié. Une deuxième photo, peut-être, avec Khaireddin ou avec...
Ah non, ça c'est oui, ça c'est avec... avec Baya, la peintre algérienne quand elle était venue exposer à Rabat, et pour laquelle j'avais organisé une soirée chez moi. Il y a une photo avec... Mohamed avec Mohamed Khaireddine. Khaireddine. Ça c'est Balima. Ça, c'est Belima. Ça c'était qui était un monstre, un fabuleux, un personnage extraordinaire. Et c'était parce qu'à cette période-là, je connaissais un grand critique d'art des années 70, français, qui avait une revue qui s'appelle Artiste. C'est Bernard Lamarche-Vadel, qui est venu me rendre visite à Rabat. J'étais à Aroura. Et puis il me dit, tu sais pourquoi je suis venu? Je cherche Mohamed Khaireddine que je veux, parce que pour moi, c'est un des derniers qui maîtrise la langue française comme personne. Qui maîtrise la langue française et qui peut-être vous ressemble dans un point, c'est qu'il n'était pas dans la complaisance et il n'écrivait pas pour plaire et il n'écrivait pas pour l'Occident. Oui. Contrairement à beaucoup. Alors, je lui dis, OK, c'est un ami. J'appelle Mohamed Khaireddine, je lui dis, voilà, il y a tel, et c'est quand même quelqu'un d'important. Et il est venu pour te rencontrer. Elle me dit, tu lui dis que je n'ai pas le temps. Ça, c'est Khaireddine. Ça, c'est Khaireddine. Ça, c'est Khaireddine tout court. Abdelhamid Deb, un ami, frère aussi, grand ami, avec lequel j'ai partagé beaucoup sur l'art. C'est lui qui m'a initié un petit peu au soufisme et surtout à Ibn Arabi, à une certaine période. Alors, on va voir là une série de tableaux. On va voir différentes époques. On va voir les tables de Dieu, c'est lui qui les a baptisées. Vous n'avez pas l'habitude de donner de nom à vos tableaux. Oui. On va voir un peu ça. Oui, c'est une des tables des dieux. Des tables des dieux. Là, il y la a plus colorée. C'est la plus colorée. C'est l'une des rares toiles aussi colorées où il y a du rouge et du bleu. Oui, il y a je ne sais pas à quoi ça correspond, à quelle époque, quel état d'esprit vous étiez. Non, je ne me rappelle pas, mais c'était... peut-être que sur la palette, il y avait ces couleurs. Peut-être. D'autres, on peut faire défiler les autres parce qu'on veut voir le maximum de tableaux. Oui. C'est toujours les tables. C'est une table des dieux, mais les plus récentes. Les plus récentes. Table des dieux et parallélépipède, c'est la même chose ou pas? Oui, c'est parallélépipède, c'est-à-dire l'évocation de tables comme les tables des offrandes. Absolument. Des c'est la mystique, c'est spiritualité, pas religiosité. Peut être une tombe aussi. On peut voir d'autres pour voir un petit peu. Ça, c'est récent. Ça, c'est un cimetière. Ça, c'est important. Ça, c'est un cimetière. Et le tombeau, la tombe n'est pas n'importe quelle tombe, la tombe là. Oui, quand j'allais prendre des photos, encore que la photo, je n'ai jamais dit que j'étais un photographe. Ouais. La photo, je m'en servais comme médium. Vous appelez ça palimpseste aussi? Palimpseste, non. Palimpseste, non, c'est pas ça. C'est le parchemin sur lequel elle peut être là, comme palimpseste. Je peux couvrir voiler, revoiler pour dévoiler et découvrir le voilé, ainsi de suite. Tout ce jeu-là, toute cette dialectique m'intéressait. Oui. Là, c'est carrément une tombe. Et ce qui m'intéresse, c'est la tombe avec le graffiti Allah dessus et cette succession d'une forme que je connais très, très bien, qui a marqué mon œuvre pendant toute une période. Il y a une toile de cimetière. Ça, c'est aussi. Ça, c'est aussi des tombes. Et à côté, c'est un monochrome. Un monochrome. Il y a aussi un tableau comme ça avec monochrome et la tombe de Rarbaoui. À un certain moment, vous avez dit que vous avez trouvé Rarbaoui. Je n'ai jamais dit que c'était la tombe de Rarbaoui. Justement, je sais que ce n'est pas la tombe de Rarbaoui. Ce n'est pas la tombe de Rarbaoui. Je l'ai intitulée la tombe de Gilali, c'est-à-dire Gilali. Gilali, le commun des mortels. C'est comme la tombe de Mohamed, de Ouazza. Oui. Vous auriez aimé rencontrer Rarbaoui? J'aurais aimé le rencontrer parce que c'est quelqu'un avec lequel j'aurais aimé dialoguer et surtout dialoguer peinture. Oui. Parce que c'est quelqu'un qui était en avance par rapport à sa période. C'est un petit peu ce côté-là que je n'aime pas que je vais oser le dire, chez les Français. S'il était français, il serait aussi connu que pas mal de peintres français. Et à un certain moment, Pierre Restany a essayé d'en faire un chef de file. Il lui avait proposé de faire des monochromes après. Oui, mais il a refusé. Il a refusé de faire les monochromes bleus. Et c'était, je crois. Non, c'est Yves Klein. Yves Klein. Après, c'est Yves Klein qui a fait ça. Mais non, au départ, je ne pense pas. Ça, c'est on raconte n'importe quoi. C'est une anecdote. Non, Rarbaoui n'a jamais été intéressé par le. Il n'a pas été intéressé. Par contre, dans une exposition, le grand du buffet,
dans une expo où il a vu des œuvres de Rarbaoui, il était intéressé par ses œuvres. Il leur a dit qui c'est et tout. On lui a dit c'est le Marocain. Il a dit jamais. Oui, parce que c'est un Marocain. Impossible Et qu'un Marocain puisse faire ça. Ici, oui. Alors qu'au Maroc, c'était du gribouillage. Oui, ici, pour les Marocains. c'était n'importe quoi. Oui, ça c'est l'époque, c'est la période récente, c'est très récent, c'est assez récent. De 2020, 2019. Là, c'est de plus en plus épuré et toujours ce voile de gris. Oui, toujours le voilement. Et moi, je vous ai dit tout à l'heure que ce voile de gris, moi, j'ai envie de gratter, parce que je sais qu'il y a des choses en dessous. Vous faites des tableaux après que vous couvrez. Pourquoi ? Pour l'anecdote, quand je préparais ma thèse sur le concept de muralité, pas le muralisme, mais la muralité, j'avais lu plein de choses, d'ouvrages. Entre autres, j'ai découvert un texte sur Léonard de Vinci, qui avait dans son atelier, dans immense atelier, il avait un pan de mur, et il passait son temps à l'alimenter avec des seaux d'eau pour le faire vivre des choses par rapport aux intempéries, et chaud, froid, température. Et il s'inspirait de ces murs pour les fonds de ces tableaux. Si vous regardez, par exemple, derrière la Joconde, ces espèces de paysages et tout ça, ce travail est inspiré, est pris quelque part de ces expérimentations qu'il faisait au niveau du mur. Mais le mur, c'est aussi le temps qui passe. C'est le temps, bien sûr, les intempéries, le temps. Oui, alors, comment vous faites votre acte de peindre? Vous préméditez par vos toiles, on a dit, vous ne faites pas d'esquisse. Est-ce que vous fantasmez la toile dans votre tête ou est-ce que vous laissez libre cours quand vous êtes corps à corps avec la matière? C'est une aventure. S'il n'y a pas d'aventure, il n'y a pas d'acte de création, il n'y a pas de jouissance. Vous ne savez pas ce que vous allez peindre? Pas du tout, pas du tout. Si je sais d'avance, dans ce cas-là, je serais un journaliste qui préparait son pamphlet sur telle ou telle situation, sur tel ou tel événement. Même je ne suis pas du tout ça. Je suis quelqu'un qui part en aventure. Oui. Il y a une très belle photo qu'on n'a pas vue avec Abdelwahab Doukali, parce qu'à cette époque de Rabat, c'est très important, parce qu'il y avait les artistes, les intellectuels. Oui, on passait des soirées à écouter, bien sûr. Nous, moi, je suis de la génération effectivement, d'Abdelwahab Doukali, Abdelhadi Belkhayat, Hayani, et puis... C'est une photo assez récente. Oui. Là, je reconnais le lieu. Oui, j'aime beaucoup Abdelwahab et j'apprécie sa curiosité. Il touche à la peinture, il fait des portraits, des choses comme ça, mais sans prétention. Mais c'est quelqu'un aussi de curieux, de sympathique. Et partager des moments avec lui, c'est un plaisir. Miloud Lebiad a dit que vous êtes, dans ses propos, que vous avez révolutionné la peinture contemporaine marocaine par votre singularité et votre liberté. Est-ce que... Non, j'ai essayé. Comme j'ai dit, je suis un provocateur. Je suis un chiant, emmerdeur, comme dirait Gilles de Bure. Mais parce que, tout simplement, je me contente pas de choses dans une espèce de conformisme et de situation confortable. Ça ne m'intéresse pas. Le jour où je me dirai je suis arrivé, c'est que ça y est, c'est foutu. Oui. Tant que je suis... La première des qualités pour moi chez un jeune étudiant, c'est sa curiosité. Je leur apprends à être curieux. Moi, je n'ai rien à apprendre à un étudiant. Je partage avec mes étudiants. Ils m'apprennent autant que ce que je leur apprends. Mais en même temps, j'essaie de les piquer, leur apprendre à lire. Beaucoup moins vers la fin. Quand ils vous apportaient plus grand-chose, quand il n'y avait plus cette curiosité. Non, à la fin, c'est fini. En 2005, j'ai pris mon départ volontaire parce que c'est simple, je raconte. Moi, j'ai rien à cacher. On a commencé à avoir des étudiants qui venaient passer le concours d'entrée et qui venaient de Dar al-Hadith al-Hassaniya. On n'a rien contre Dar al-Hadith al-Hassaniya. Non, j'ai rien contre. C'est deux. Mais enfin, de la théologie, tu viens être prof d'art plastique, c'est deux mondes différents. C'est impossible. Oui. Et qu'est-ce que je veux lui apprendre? Je veux lui apprendre déjà à dessiner et tout ça, alors qu'en 2 années, il faut qu'il devienne prof. Oui, il y a beaucoup de nuances dans votre peinture et dans vos propos, parce que vous préférez parler de non-figuration plutôt que d'abstraction. Où se situe la nuance entre la non-figuration et l'abstraction? L'abstraction, si on la raconte histoire de l'art, on va parler de la première œuvre abstraite. Elle est peut-être ça peut être de Magnelli, ça peut être
de Kandinsky, quand il a tourné, où il a découvert dans son atelier la période Blue Rider, le tableau à l'envers. Il a dit c'est ce que j'ai toujours cherché, tout ça. Mais en tous les cas, c'est parti chronologiquement, ou plutôt avec le suprématisme, le constructivisme, l'orphisme, et ainsi de suite, jusqu'à une abstraction de Paris, tout ça. La non-figuration, tout simplement parce que j'en parle, parce que je suis issu d'une culture iconoclaste. Moi, quand on rentre dans une mosquée, il n'y a rien qui détourne mon regard par rapport à Dieu face à moi. Je n'ai pas de... À Dieu ou à la spiritualité. À la spiritualité, générale, je n'ai absolument ni de descente de la croix, ni adoration de mage, ni crucifix, ni rien du tout. Je n'ai pas C'est très important parce que moi, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais frustrée parce que je dis comme il n'y a pas de représentation en islam, ça a beaucoup appauvri l'art plastique. Alors Au que c'est le contraire, contraire, ça ouvert tous les enrichit horizons. notre imaginaire. Oui. Notre imaginaire, puis d'abord, ça nous a permis, et peut-être parmi une des rares civilisations qui a développé tout un travail sur la géométrie. Oui. Sur la géométrie, on n'a qu'à voir tout le travail, que vous faites et tout le travail de la géométrie ornementale déjà. Et puis la simplification, quand on voit, que ce soit dans l'enluminure ou que ce soit dans tout ça, comment simplifier une feuille ou un oiseau ou une branche ou un poisson. Mais c'est extraordinaire tout ça. Oui. Peut-être avant de passer à la dernière question, encore deux questions sur votre peinture. Oui. Pourquoi le gris? Pourquoi la fascination pour le gris? Et pourquoi la couleur vous dérange? Est-ce qu'elle est trop bavarde? Pourquoi vous n'aimez pas la couleur? Non, et pourquoi le gris j'aime beaucoup la couleur. Chez pas mal de peintres. Par exemple, pas chez vous? Pas chez moi. J'aime beaucoup chez par exemple, Mlihi. Oui. Chez nous. Oui. Ou alors, bon, si vraiment je dirais Matisse, c'est extraordinaire. Je dirais Bonnard. Chez Vuillard, même si Vuillard encore, il tend à aller vers des gris. La couleur, bon, je l'aime bien chez les autres, mais pas moi. Moi, c'est plutôt la lumière. Et c'est une peinture, je dirais, voilà pour définir ma peinture, c'est une peinture qu'on ne voit pas avec ses yeux, on la voit d'ici. Oui, oui. Il faut qu'elle fasse mal, moi, la peinture, que j'aime. Vous êtes dans une autre période, actuellement, une période encore plus silencieuse. Oui. C'est une période un petit peu à la Morandi. C'est pas à la Morandi. J'ai toujours aimé Morandi parmi pas mal d'artistes. Depuis toujours du Quattrocento, de Duccio, Masaccio, Giotto, Botticelli. Chez chaque artiste, j'aime quelque chose. Surtout, par exemple, quelqu'un comme Piero della Francesca. J'ai travaillé un certain moment sur les drapés derrière et sur les. Ça, c'était quand j'avais travaillé à Rue de Sèvres, l'atelier Rue de Sèvres. Chaque artiste, j'essaye. Parce que je pars du principe que rien ne naît de rien. Et comme je suis un historien d'art, j'aime regarder la peinture et me nourrir de la peinture. Oui. De la culture picturale. À un certain moment, je découvre, mais ça fait un moment déjà, l'œuvre, parmi les œuvres qui m'ont intéressé au XXe siècle, l'œuvre de Morandi. Est-ce qu'on peut voir Morandi? Est-ce qu'on peut voir? Il y a deux tableaux de Morandi. Oui. C'est un peintre italien qui vivait seul avec ses sœurs, qui s'occupaient de lui. Il avait une pièce avec une table sur laquelle il y avait des bouteilles, des objets. Puis il a passé toute sa vie à peindre ces objets. Il a fait quelques paysages. Ça, c'est lui. C'est Morandi, on va voir ses œuvres, oui. Il a à faire. Et un jour, Picasso, avec des amis à lui, dans une expo de Morandi, et il regardait, puis il s'approchait, puis il regardait. Et un de ses amis lui dit « Mais maître, ce peintre il a toujours peint que des bouteilles. » Ça ressemble à ça. Voilà, avec des bouteilles ou des objets comme ça. Et il lui a dit, ce ne sont pas des bouteilles, ce sont des cathédrales. Et ça, c'est quel... Oui. Alors, dernière chose avant de passer au chef-d'œuvre. Qu'est-ce que vous pensez de la formation? Avant, il y avait une trentaine de peintres. Aujourd'hui, il y en a, je ne sais pas, 15 000. Tout le monde se dit peintre. Cette génération, avec l'Internet, avec cette facilité que ça procure, avec le mimétisme, et vous les appelez des conceptuels naïfs. Pourquoi? Oui, mais parce qu'il n'y a plus de travail réellement de formation. Et on n'apprend plus à dessiner.
On n'apprend plus ni d'anatomie, ni de perspective, ni rien du tout. On apprend à faire comme, c'est-à-dire des simulacres. Oui. On est dans des écoles où on apprend des simulacres. De quoi avons-nous besoin aujourd'hui? On a besoin, par rapport à notre réalité artistique contemporaine, au niveau de notre environnement architectural, que ce soit architecture en général ou architecture d'intérieur, du design d'ameublement, du design d'habillement, du design graphique, de énormément de domaines dont on a besoin de techniciens et d'ingénieurs dans ces domaines. On n'a pas besoin d'école de beaux-arts, on a besoin d'une école d'art appliqué. Oui. Et que la personne sorte avec un métier. Tant Déjà, mieux. voilà. S'il veut être artiste, c'est son problème. Exactement. Et c'est dans sa possibilité, puisqu'il y aura des cours, justement, qui lui permettront d'être artiste. Voilà de quoi on a besoin. On passe à la dernière rubrique, celle du chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Alors, le chef-d'œuvre, parce que peut-être c'est la période où vous êtes, vous avez choisi Morandi. Hein. Oui, j'ai choisi Morandi parce qu'effectivement, bon, d'abord, il y a tout un travail de subtilité sur les grilles. Je ne dirais pas que j'ai pris de Morandi, mais il y en a beaucoup d'artistes qui ont travaillé sur les grilles. Mais Morandi me plaît particulièrement. Et remarquez ce rose qui a fait son apparition aussi chez vous dernièrement. Depuis 3 ans, 4 ans. Oui. Et remarquez la chose qui me fascine et qui me permet actuellement de méditer et de travailler dessus, c'est cette espèce de silence. Ce silence me fascine. Et je dirais qu'en ce moment, je travaille sur le silence. Voilà. Vous travaillez sur le silence, ça ne veut pas dire que ça ne bout toujours pas derrière, parce que, dedans. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes apaisé. J'ai dit, le moment où vous serez apaisé ou serein, ça veut dire que je suis fini, effectivement. Mais regardez ça, regardez ça. C'est magnifique. Voilà, des cathédrales comme a dit Picasso. Absolument. Tout ce qu'on vous souhaite, c'est continuer à être tourmenté pour continuer à produire, à innover. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir. Moi aussi, ça fut un plaisir. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. À la semaine prochaine.